Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie B du grand 3, qui est la technologisation des armées. La technologisation des armées, en fait, ça désigne l'intégration croissante des technologies avancées dans les opérations militaires, transformant ainsi les méthodes et les stratégies de combat. Et cela comprend l'usage des drones, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle et des systèmes d'armes automatisés. Ce processus il va viser à augmenter l'efficacité, la précision et la portée des forces armées tout en réduisant les risques pour les soldats. Et en fait, cette technologisation des armées, c'est un phénomène historique qui a été renforcé dans les années 90 par son usage stratégique par les États-Unis. Et pourquoi on va parler de révolution même dans les affaires militaires dans les années 90. En fait, quand je parle de révolution des affaires militaires, c'est en fait une modification radicale dans les méthodes, les moyens et les stratégies de la guerre dans les années 80 à 90 du fait de révolutions technologiques informationnelles et militaires. Ainsi, par exemple, lors de la guerre du Golfe de 90 à 91, les États-Unis vont utiliser de nombreuses nouvelles technologies et ce sera pareil en 99 lors de la guerre du Kosovo. Cet usage de la technologie, il a de nombreux avantages. Déjà, dans les guerres, il va permettre une vision générale et instantanée du système adverse, notamment grâce à des systèmes de radar. Cette technologie va permettre d'accélérer le traitement des données avec des ordinateurs de plus en plus puissants, ou encore cette technologie va permettre une coordination entre les différentes armées, qu'elles soient aériennes, terrestres ou maritimes, avec dû au fait qu'en fait elles sont reliées par des réseaux de communication. Euh, cette technologisation des armées elle va avoir des conséquences stratégiques. D'abord, elle va permettre des actions violentes et brèves. C'est pour ça qu'on va parler d'actions choc NO, il s'agit que des actions choc et effroi, parce que les armes sont de plus en plus précises. On a même parlé de frappe chirurgicale déjà lors de la guerre du Golfe, même s'il y avait quand même des échecs. On a quand même parlé de près de 40% des missiles qui n'ont pas atteint leur cible. En tout cas, cette appellation de frappe chirurgicale, elle permet de justifier l'idée d'une guerre propre. Également avec la technologisation des armées, il y a une utilisation aujourd'hui majoritaire de l'aérien, donc que ce soit avec des avions, des missiles ou encore des drones. Euh, il y a également l'idée d'un retour il y a également l'idée du retour que l'offensive, elle permettrait aujourd'hui de gagner des guerres, ce qui est assez contraire que par rapport à la guerre froide. Et aujourd'hui, on va même réduire des effectifs pour pouvoir moderniser donc son armée de manière beaucoup plus technologique. Et un autre aspect, ce serait que il y a aujourd'hui une compétition économique et technologique qui se passe au niveau de la guerre, avec du matériel de guerre de plus en plus cher et complexe. Et ça, c'est surtout l'apanage des États-Unis qui disposent des technologies en matière de guerre les plus chères. On peut parler par exemple du porte-avions classe Ford des États-Unis qui coûte près de 12 milliards de dollars, ou encore l'avion F-35 des États-Unis qui coûte entre 90 et 100 millions de dollars. Et les États-Unis ont également participé au développement de nouvelles machines telles que des drones, que ce soit des drones d'observation, d'attaque, ou ils vont également développer des technologies liées à l'intelligence artificielle grâce à la DARPA qui a investi déjà juste en 2018 près de 2 milliards de dollars, même si aujourd'hui elle est concurrencée par la Chine qui est quand même le premier investisseur mondial dans l'intelligence artificielle en 2017. Aussi, les États-Unis sont lancés dans une recherche pour développer ce qu'on appelle le soldat augmenté, qui est un militaire dont les capacités physiques, cognitives ou sensorielles ont été améliorées par des technologies avancées comme des exosquelettes, des implants neuronaux
ou des systèmes de communication améliorés dans l'objectif d'accroître donc son efficacité, sa résistance et sa créativité sur le champ de bataille. En fait, c'est des recherches qui ont été menées déjà dès les années 90 par la DARPA et qui a mené déjà dès 2014 la création du bureau BTO, donc Biological Technology Office. Donc ça va permettre d'optimiser les combattants ainsi que les équipements. Euh, et le dernier aspect, ce serait que aujourd'hui, cette technologisation, elle a des effets contradictoires. D'une part, elles vont favoriser les grandes puissances parce que cette technologie, forcément, elle coûte cher et c'est pas tous les États qui peuvent s'en procurer. Mais d'un autre côté, finalement, cette technologie, elle est assez facile d'accès et elle permet à des petits États de mener des cyberattaques ou encore de se procurer des drones. Là, je vais donc passer à la partie C, qui est l'hybridation de la guerre. Alors en fait, l'hybridation de la guerre, c'est une stratégie de conflit qui combine des opérations militaires conventionnelles avec des tactiques non conventionnelles telles que la désinformation, la cyberattaque, le soutien à des groupes armés locaux et des manœuvres économiques. Elle vise en fait à affaiblir un adversaire de manière multidimensionnelle en exploitant ses vulnérabilités, souvent sans déclencher de guerres ouvertes. Et cette approche permet d'atteindre des objectifs politiques et stratégiques tout en maintenant une certaine ambiguïté sur l'identité ou les intentions de l'attaquant. C'est un peu déjà ce qu'a souligné Thomas Gomar en 2010 quand il parlait de guerre hybride au sujet de la Russie, qui utilise souvent des moyens militaires et non militaires, ou qui utilise souvent des forces régulières ou non régulières. Alors, les caractéristiques de cette guerre hybride, elles sont vraiment multiples. Déjà, il y a l'utilisation forcément des moyens militaires avec la menace nucléaire, l'utilisation de mercenaires, l'utilisation de sociétés privées, l'utilisation de milices locales comme en Syrie avec le Hezbollah, qui est une milice chiite libanaise, ou encore en Russie avec l'utilisation de milices tchétchènes. Mais bien sûr, cette guerre hybride, elle suppose aussi l'utilisation de moyens non militaires, tels que la propagande, des pressions économiques, des cyberguerres, etc. Et d'ailleurs, c'est déjà l'idée de deux colonels chinois, Qiang Long et Wang Xiongxui, dans leur livre Guerre hors limite en 1999. En fait, ils vont théoriser que les guerres modernes dépassent les moyens militaires traditionnels en intégrant des tactiques économiques, médiatiques, technologiques et psychologiques. Et en fait, ils vont estimer que tous les domaines peuvent devenir des armes pour affaiblir un adversaire, prenant ainsi une approche sans limite claire entre guerre et paix, ce qui avait déjà même préfiguré le concept de guerres hybrides. Et en plus, c'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui on parle même de guerre limitée avec ce développement de guerre hybride, parce qu'en fait les stratégies hybrides elles permettent d'atteindre des objectifs stratégiques sans déclencher une riposte massive ou l'intervention d'alliances internationales, et donc ça permet également d'éviter une escalade militaire directe. Donc comme je l'ai dit, dans cette idée de guerre hybride, il y a vraiment cette idée également de guerre économique et commerciale. C'est vraiment qu'affirment certains analystes géopolitiques. En 1971, il y a Bernard Eisenberg qui va parler même d'un lancement d'une guerre économique mondiale, avec l'idée que aujourd'hui les États vont utiliser différents moyens loyaux ou déloyaux pour protéger ou contrôler leur marché, et ainsi gagner et préserver une position dominante. En 90, il y a Edward Luttwak également qui va parler de géoéconomie pour en fait souligner le fait que maintenant les conflits vont passer d'un conflit militaire à des conflits économiques plutôt entre États, où les instruments principaux seront par exemple l'usage du libre-échange, du protectionnisme ou encore de sanctions économiques. Euh, Puis enfin, dans cette idée de guerre hybride, il y a également l'idée d'une guerre de l'information avec l'usage de la propagande. On peut penser par exemple aux Russes,
ou encore aujourd'hui il y a même des compétitions qu'on appelle culturelles avec l'utilisation massive du soft power, surtout par les États-Unis, ou encore les développements de médias par de nombreux États comme le Brésil, le Qatar, l'Inde ou encore l'Arabie Saoudite.